Bonjour à tous. Un petit point sur comment est régulé le calcium autour du village. Pourquoi c'est un petit peu compliqué. Faire un petit peu des rappels, justement, comment ça se passe, pourquoi on se pose plein de questions et peut-être commencer à avoir des réponses sur comment on doit le gérer. Alors, on le sait, hein, alors il faut bien dissocier, des problèmes d'hypocalcémie ou en tout cas de gestion du calcium de façon individuelle ou de troupeau. Donc individuel, voilà, on a des variations individuelles de gestion qui sont liées énormément au stress, au numéro de lactation, à la génétique, à la production laitière, qui sont, ma foi, un peu difficiles à résoudre souvent. Et puis, vous avez des problèmes de troupeaux qui sont bien définis. Donc, quand on commence à avoir 20-30% d'animaux qui font des soucis qui sont liés à la gestion du calcium autour du village. Je rappelle, hein, les problèmes qui sont liés à la gestion du calcium, essentiellement fièvre de lait, évidemment, mais aussi vache faible, tremblement, rétention d'arrière-fait, avec des métrites associées, des torsions de matrice, des hémolactations, donc du sang dans le lait, des mammites aussi, des plus de sensibilité des mammites à coli. Donc, tout ça peut être éventuellement associé à des problèmes de gestion du calcium autour du village. On le sait, hein, on a 99% du calcium qui est dans les os. Et donc, on a une possibilité pour l'animal d'utiliser de façon très, très rapide à peu près 10 grammes, vraiment en flash, donc en ionisé, en soluble, quoi. Émilie, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Ça s'est coupé d'un coup. Oui, ton micro est bien allumé. Il y a vraiment eu un petit bug à mon avis. Vous m'entendez plus Voilà, toujours? maintenant c'est parfait. Maintenant c'est parfait. J'ai rien touché, je vous jure. Je sais. Je sais. Voilà, on t'écoute. Et donc, il y aura besoin de 20, je ne sais pas où vous m'entendiez plus, mais bon. Donc, après, on aura besoin de 23 grammes donc, pour le colostrum et en plus des besoins de maintenance qui sont de toute façon ici. Donc, c'est vrai que de façon globale, de toute façon, une vache va avoir en fait une chute de calcium autour du village par ses besoins et le fait qu'elle ne peut pas mobiliser plus que 10 grammes très, très rapidement, du temps que tout se mette en place. Et la différence finalement entre ces deux vaches, celle qui va diminuer ici autour de 7 ou celle qui va descendre à 5, c'est une vache qui va peut-être faire rien ou des soucis subcliniques et une vache par terre. Donc, ça, c'est clair, c'est connu et je pense que c'est voilà, c'est universel, on ne sait pas y faire autrement. Donc, c'est à nous d'essayer que les animaux fassent peut-être même que ceci et allez, restent le plus stable possible. Alors, comment ça se passe, toute cette histoire? Eh bien, il y a plusieurs organes qui sont mis en collaboration pour la gestion du calcium, pour ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien du calcium au niveau du sang. Vous avez tout ce qui est tube digestif, hein. N'oubliez pas que le calcium est absorbé aussi beaucoup au niveau du rumen. Et à peu près 50% peut être absorbé au niveau du rumen et il dépend très, très, très fort en fait du pH du rumen et de la solubilité du calcium. Émilie, c'est à nouveau coupé. Désolée. À mon avis, c'est ta connexion qui n'est pas assez... En tout cas, ici, on n'a plus de son. Ça va revenir, hein, comme tantôt, sans rien toucher. Mais, voilà, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Rien faire parce que je comprends pas parce que là je suis au bureau, hein, je suis même pas chez moi, je suis à mon bureau. Écoute, donc, je vois bien que tu ne touches à rien, donc voilà, là c'est indépendant de nous. Okay. Voilà. Donc, je disais que donc la craie, par exemple, est très peu absorbée au niveau ruminal parce que la solubilité du calcium est très faible et donc ça va être plutôt au niveau intestinal.
Ensuite, donc, vous avez vraiment l'absorption au niveau de l'intestin qui est dépendante de pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on a une absorption passive, mais qui est très faible. Et donc, très rapidement, quand il y a des besoins qui augmentent, surtout donc, au niveau du vélage, vous allez avoir une absorption active qui va se mettre en route. Active, ça veut dire quoi? Que cette absorption va être dépendante de plusieurs choses. Premièrement, d'une protéine, d'ATP, donc d'énergie, du magnésium et du niveau en fait de calcium dans le sang. Et c'est là que c'est compliqué en fait cette gestion, parce que en fait on va activer l'absorption, la mobilisation, etc. Surtout dans le cas où il y aura une hypocalcémie dans le sang. Okay, donc, c'est l'hypocalcémie dans le sang qui va finalement augmenter l'absorption au niveau de l'intestin, notamment la mobilisation du calcium. Et donc, voilà, on ne peut pas forcer le système si l'animal n'est pas déjà en hypocalcémie. Et donc, ça, c'est vraiment notre challenge. Donc, vous le savez, quand il y a hypocalcémie, ben, on va vraiment activer la parathormone et la vitamine D, qui elles-mêmes vont activer en fait cette absorption, la mobilisation, et que l'excrétion diminue au niveau du rein. Donc, l'animal va se mettre en fait à essayer de maintenir le maximum de calcium dans le sang et absorber un maximum, donc justement pour faire ce calcium sanguin qui est vraiment important. Donc, le souci qu'on a, vous voyez sur le petit graphique à côté, c'est que par ce système-là, en fait, quand l'animal n'est pas en hypocalcémie, eh bien, ça ne sert à rien d'augmenter le niveau de calcium. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va perdre de l'absorption, simplement. Donc, voilà, on a une absorption qui va autour qui est de 40% plus ou moins au niveau de l'intestin, mais qui peut diminuer à 10% si vous avez des apports de calcium qui sont trop hauts. Donc, souvent on dit: «Ah ben voilà, il y a un problème, au niveau du calcium, il suffit d'en apporter». Et non, parce qu'en fait, ça ne va pas forcément s'absorber correctement, sauf si vous avez du calcium qui est vraiment absorbé au niveau ruminal de façon passive. Mais pour ça, il faut que le rumen fonctionne. Donc, ce système-là, il est aussi très, très dépendant du magnésium. Et donc ça, c'est par contre un bon point pour nous parce que l'absorption du magnésium est passive. Et donc, le magnésium, il va améliorer l'absorption intestinale et il va aussi améliorer la sensibilité de la parathormone et du rein à l'hypocalcémie. C'est-à-dire qu'à la place que le système se mette en route quand le calcium est déjà vraiment très, très bas, il va se mettre en route quand le calcium il est déjà un peu moins bas, on va dire. Donc, plus rapidement, ce qui est très intéressant. Okay. Par contre, le phosphore, eh bien, il va diminuer la sensibilité du rein et de la vitamine D par rapport à cette gestion du calcium. Et donc, on va essayer de ne pas trop en mettre. Le magnésium, donc, qui est très, très important pour cette gestion du calcium, l'absorption, elle est active, mais elle est très, très bonne, en fait. Elle est très, très, très bonne, sauf si vous avez vraiment des hypoprotéinémies sévères, mais sinon, elle est pratiquement passive, en fait, pour ça, parce qu'elle est vraiment super, super bonne, OK? Par contre, elle se fait au niveau de l'intestin, mais aussi surtout au niveau ruminal chez le bovin. Et elle est aussi très, très dépendante en fait du fonctionnement du rumen. Donc, on va avoir une amélioration du magnésium, de l'absorption lorsque le rumen, en fait, il fonctionne bien. Donc, un pH qui n'est pas trop haut, mais pas trop bas, pas en acidose, pas en alcalose. Et le rumen qui fonctionne donc avec des acides gras volatiles qui sont bien synthétisés. Par contre, si vous avez des alcaloses ruminales, donc je pense à des rations avec beaucoup d'herbes, ou des rations avec trop de fibres, où le rumen ne tourne plus parce qu'il y a très peu de nutriments, eh bien, vous allez avoir une diminution de l'absorption du magnésium. Pareil, quand vous mettez trop de calcium, et c'est ça qu'il faut faire attention, quand on met trop de calcium dans une ration, ça va empêcher aussi le magnésium de s'absorber. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin, tout simplement. Donc, ça, c'est une première chose. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Il nous faut cette hypocalcémie pour vraiment faire réagir. L'absorption donc du calcium se fait au niveau ruminal, mais il faut qu'il y ait du calcium soluble. Et le reste se fait dans l'intestin, surtout sous forme active, qui est donc dépendante des protéines, de l'énergie et du magnésium.
il y a autre chose aussi où on peut travailler pour justement améliorer la réaction de l'animal à l'hypocalcémie, c'est, vous le savez, c'est la BACA. Qu'est-ce que fait la BACA? En fait, la BACA en elle-même n'a pas trop d'impact. C'est surtout l'impact que la BACA a sur le pH du sang qui va en fait activer ou non les hormones. Quand on a une BACA qui est basse, je vais vous expliquer dans 30 secondes qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter, ça crée en fait une espèce d'acidose métabolique, pas ruminale, métabolique, qui va en fait enclencher le système d'absorption au niveau intestinal, qui va enclencher la mobilisation du calcium, qui va augmenter la sensibilité de la parathormone à notre hypocalcémie. Le seul truc qui est complètement différent du système classique, du système normal, c'est que autant avec une hypocalcémie classique, eh bien, on va augmenter aussi la réabsorption du calcium au niveau du rein. Ici, quand vous travaillez en forçant le système par la BACA basse, eh bien, vous allez aussi augmenter l'excrétion du rein. Donc, en fait, vous allez augmenter le turnover du calcium de façon globale. OK, donc on en absorbe plus, on en mobilise, mais on en excrète aussi plus. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Autant quand on va travailler avec des rations classiques, on va dire, eh bien, les niveaux de calcium sont importants et on ne va pas en mettre trop parce que de toute façon, on sature le système. Autant quand on va travailler avec des rations avec des BACA très négatives ou négatives, on va travailler avec des niveaux de calcium très élevés. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter ce turnover et que si vous ne mettez pas de calcium, vous allez déminéraliser vos animaux. Donc, en fait, c'est ça qui se passe et c'est ça pour lequel on utilise la BACA. Donc, la BACA, c'est la différence des cations et des anions au niveau de la ration. Donc, ça va être estimé en milli-équivalent par kilo de matière sèche et on utilise les deux principaux parce qu'il y a 10 équations différentes de BACA, mais pour simplifier, on utilise la différence des deux cations principaux, potassium-sodium, avec les deux anions principaux, le chlore et le soufre. Et en fait, c'est vraiment tout simple, c'est que c'est des échanges. Donc, quand vous êtes au niveau de l'intestin vers le sang, quand vous échangez un potassium ou un sodium va rentrer dans le sang, dans l'autre sens, comme c'est un cation, c'est un H+ qui va sortir. Et donc, on aura plus de disponibilité de bicarbonate dans le sang, puisque l'anion H+ va descendre. Et à ce moment-là, le pH du sang, il va monter. Quand vous échangez plutôt des anions, eh bien, ça va s'échanger contre un autre anion qui est le bicarbonate. Et donc, on va avoir le pH du sang qui va diminuer. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on joue. OK ? Et du coup, vous voyez, c'est très, très lié, l'équilibre électrolytique sanguin est très lié aux échanges aussi rénaux. Et donc, le pH du sang peut être mesuré, ou en tout cas, on peut vérifier ça. Il y a un lien avec le pH de l'urine. Et donc, vous voyez, la BACA, vous allez avoir vraiment un lien jusqu'à un moment donné où il y a une saturation du rein, vous allez avoir un lien entre le pH du sang et le pH de l'urine, sauf en cas de maladie. Alors, c'est très connu, évidemment, d'essayer justement de faire des rations qui ne sont pas trop hautes en BACA en tarissement pour justement essayer d'avoir un turnover calcique qui est relativement intéressant. C'est bien connu qu'effectivement, tout ce qui est herbe, ensilage d'herbe, les foins, vous allez avoir des BACA qui sont quand même assez élevés. On va essayer évidemment de faire des BACA qui sont assez le plus proche de 0 ou négatifs, mais sous certaines conditions. Mais en tout cas, je crois qu'en dessous de 200, c'est vraiment très, très important en fin de gestation. Vous voyez qu'évidemment, voilà, l'herbe, elle est très haute parce qu'elle est très haute en potassium. Et en fonction du type d'herbe qu'on a, on a des grosses variabilités, notamment en potassium. Vous voyez ici sur des analyses, c'est entre 20 et 37, donc c'est énorme la variation. C'est lié à la récolte, c'est lié aux espèces variétales.
Et donc, c'est clair, les gens qui sont en zone herbagère, qui veulent faire des rations de tarissement avec de l'herbe, ce n'est pas un souci, mais il faut faire des coupes particulières où en tout cas, on ne met pas de potasse, pas trop de lisier dessus, on récolte à certains niveaux et ça peut se faire tout à fait sans problème. Je dis aussi que l'abaca, en fait, tout ce système, en tout cas de gestion du calcium, se fait dans la dernière semaine avant le vélage, hein, ne se fait pas 6 semaines ou 8 semaines avant. Hein. Donc, vous pouvez très bien avoir des rations où l'abaca, on s'en fout, le calcium, on s'en fout à la rigueur en début de tarissement, tant que les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines avant le vélage, il y a quelque chose de géré s'il y a des soucis dans les exploitations. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que bon, l'ensilage de maïs, on sait, il peut être aussi très variable en fonction des niveaux de potassium qu'on a. Ce qui nous a fortement étonné les dernières années, c'est qu'on a fait des analyses en fait de potassium dans la paille. Parce qu'on avait des problèmes sur certaines rations qui étaient une base de paille. Et bon, voilà, il y avait pas trop d'importance. Enfin voilà, c'était dit, mais pourquoi ces vaches-là font des rétentions d'arrière-fait et font des problèmes d'hypomagnésémie en fait et d'hypocalcémie subclinique. Et on s'est rendu compte qu'en potassium, vous aviez des variations énormes aussi dans la paille liées à d'où elle vient. Donc, on a eu des dosages de 4 à 28 avec des moyennes à 12, mais qui sont dans les tables. Mais on a eu donc, voilà, c'est pas parce que l'éleveur est à la paille ou il y a beaucoup de paille dans la ration que vous pouvez pas avoir des problèmes d'hypocalcémie subclinique. Faites super gaffe aux bicarbonates qui sont mis dans les rations des vaches laitières, puisque les BACA sont à plus 12 000, voire 13 000, ça dépend un peu des minéraux et des bicarbonates qui sont utilisés. On ne met pas ça aux vaches taries, s'il vous plaît. Et donc, voilà, vous voyez ici, ça c'est la BACA et vous avez le pH urinaire. Donc, c'est clair que ça, c'est aussi quelque chose qui est super important. Une vache tarie, une vache, en fait, elle a un pH urinaire, vous le savez, entre 8 et 8,5. Il faut déjà descendre la BACA quand même relativement bas, donc en tout cas autour de 0, pour commencer vraiment à avoir une chute importante de l'urine. Donc, ça dépend comment les gens vont travailler, mais si les gens travaillent avec des BACA légèrement positifs, vous aurez des pH entre 7,5 et 8 en fait. Ça, c'est pas un souci. C'est pas parce qu'on est à 7,8 ou 7,9 que voilà, c'est juste qu'on travaille pas trop sur une BACA. C'est à partir du moment où on va passer en BACA négatif que là, vous voyez, les pH urinaires vont vraiment descendre et pour arriver à des niveaux en fait autour de 6 à 7 ou de 6,5 à 7,5. Moi, quand on le bosse dessus, on va essayer d'arriver à ces pH-là pour éviter en fait les risques de déminéralisation aussi. Et je vous assure qu'on passe très vite de 6 à 5 quand on va jusqu'au bout du système. Donc, faites juste attention à ça, c'est que c'est pas parce que il n'y a pas besoin qu'une BACA soit à 400 pour avoir des pH à 8, quoi. Il faut pas qu'elle, voilà, dès elle est positive, elle va l'être, même si elle n'est pas forcément très haute. Ok. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mesurer aussi dans le sang. Donc, faites attention, les normes en individuel, en groupe, sont pas les mêmes. Est-ce qu'on est avant la fin au tarissement, au moment du vélage, juste après le vélage, les normes vont changer aussi. N'hésitez pas à poser des questions. On va mesurer le calcium, mais le calcium, c'est le stock. OK? Et donc, ça ne nous donne pas la capacité de l'animal à mobiliser du calcium. C'est le calcium ionisé qui va nous donner cette information-là. Est-ce qu'il y a du calcium circulant, donc qui va pouvoir être utilisé par la vache? Et ça, par contre, il faut absolument que ça arrive au laboratoire dans les 24 heures et qu'il n'y ait pas trop d'hémolyse et qu'il soit conservé correctement. Sinon, en fait, il chute. De toute façon, il est détruit. Donc ça, faites attention, mais c'est celui-ci qui va nous donner une information. Et lors de rations avec des BACA très positifs, vous allez avoir un calcium ionisé qui est bas parce qu'évidemment, il y a très peu de circulation de calcium dans le sang, par exemple. Donc, n'hésitez pas aussi à mesurer le magnésium dans le sang qui est très intéressant parce que celui-là est vraiment très corrélé avec l'apport et voilà. Et le potassium peut servir, même s'il y a une homéostasie très forte, mais avec les discussions qu'on a avec Gant, avec l'ADGZ aussi, la mesure du potassium est aussi intéressante pour voir les problèmes, donc les BACA qui sont trop élevés ou les animaux qui n'ont pas assez d'eau, parce que le potassium monte assez rapidement dans ces cas-là. Okay.
Puis, il faudra regarder un petit peu l'ensemble puisque, voilà, malheureusement, souvent, on a des problèmes de postpartum. L'hypocalcémie est vraiment un problème très compliqué, très complexe parce que c'est pas si simple et il y a des liens énormes avec les 2 autres, problématiques, liées à la gestion du vélage, donc tout ce qui est les gestion de la balance énergétique négative ou protéique négative, tout ce qui est stress oxydatif, puisque évidemment les hypocalcémies vont monter le cortisol de façon très importante. Une balance énergétique négative, des animaux trop gras vont empêcher les pompes NA4 de fonctionner avec des œdèmes et des risques d'hypocalcémie. Donc, observez tout parce que parfois les signes sont des signes d'hypocalcémie, mais ce n'est pas simplement la gestion du calcium. Oh mince, je me suis trompée. Voilà, je vous remercie. J'ai pas mis le bon, désolée, c'était. Et il faut que Laurie, tu vas pouvoir Oui, il n'y a pas le de souci. corriger. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Alors ici, je n'ai pas de questions pour le moment. Donc, est-ce que vous avez une question ou plusieurs questions? Pas de questions pour le moment. OK. Bon, en attendant, je vais en effet déjà dire le prochain Midi Rime Expert. Alors, donc ce ne sera pas en effet, ce sera le dernier. Et le dernier, ce sera le 17 février. Et donc, dans 2 semaines, avec l'alimentation du veau, que retenir par le docteur Knapp. Voilà. Donc, voilà, ici, j'ai toujours pas de questions. OK. Donc, voilà. OK. Mais il n'y a pas de questions. Voilà. Okay. Un grand merci. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Vous allez recevoir dans les prochaines heures, voire demain, un mail avec, comme d'habitude, le petit résumé, un bref résumé de ce midi. Ah, j'ai une petite question, mais je finis vite ma phrase. Et alors, le PowerPoint, évidemment, et un petit questionnaire de satisfaction. Voilà. Alors, une petite question. Quelle forme de calcium est la plus adaptée à la gestion des fièvres de lait? Quelle forme? Dans quel sens? De toute façon, ça va être... Enfin, c'est des formes... je comprends pas bien la question. De toute façon, en gestion des fièvres de lait, quand une vache est par terre, je crois qu'il n'y a pas 50 000 façons de traiter. On va faire des injectables, enfin de l'intraveineux. Après, est-ce que c'est la question entre le bolus en préventif? Le bolus en préventif peut être intéressant, mais il faut bien voir justement les types de calcium. Donc, on a 2 grands types de calcium en supplémentation, en tout cas à l'animal dans les bolus. C'est les calcium pidolates et c'est des calcium... non, Ici, monsieur, le docteur neurologue, rajoute chlorure, pidolate. Je parle plutôt bolus. Ah oui, donc c'est ça. Donc j'étais bien partie sur ce sujet-là. Donc, chlorure de calcium, c'est une BACA très négative. Donc, effectivement, il y a bolus ou dans la ration et il y a avant ou au vélage. Donc, ça, c'est déjà des choses qu'il faut bien discerner avant de travailler avec. Donc, le calcium pidolate est un calcium à relargage lent qui a une très, très bonne absorption au niveau ruminal. Donc, celui-ci peut être utilisé pendant le tarissement n'importe quand. Voilà. Le chlorure de calcium est un sel anionique. Donc, celui-ci va être plutôt utilisé en fin de gestion. On t'a perdu, Émilie? On t'entend. Puisque si vous les mettez avant vélage, vous avez des risques de blocage du système de mobilisation. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce qu'on t'a perdu à un moment donné. Mais pas longtemps, hein, mais voilà. Bon. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si ce n'est pas clair. Voilà. Merci. Concernant le phosphore, y a-t-il une forme plus assimilable? Et après, je reviens.
Non, en phosphore, il n'y a pas de forme plus assimilable dans le sens, sauf si c'est des phytates, mais les phytates sont dans les plantes, donc c'est jamais des complémentations. Il y a pas, parce que l'absorption du phosphore, elle est 100% passive, donc elle ne dépend pas de grand-chose en fait. Les seuls cas de carence en phosphore qu'on pourrait avoir, c'est des rapports calcium-phosphore justement qui sont trop dérangés, ou des hypophosphatémies liées à des problèmes de rumination justement en début de lactation, puisqu'il y a quand même plus de la moitié du phosphore qui est lié au recyclage salivaire. Oui. Alors, ouais, apparemment, c'est assez clair. J'ai une petite question ici du docteur Sadawi, mais je ne comprends pas très bien. Donc, c'est en fait, si on ne fait pas d'analyse de ration, quels sont les symptômes à voir sur la vache pour connaître un manque de calcium? Et donc, ça, c'est ce que j'ai dit au tout début. Maintenant, donc au tout début, donc les plus graves, c'est les fièvres de lait, mais tout ce qui est rétention d'arrière-fait, métrite, mammitacolie dans les premières semaines, hémolactation, donc du sang dans le lait, des vaches qui tremblent, qui ont du mal à se lever, eh bien, ça peut être lié à des hypocalcémies, cliniques ou subcliniques, en fonction du niveau, quoi. D'accord, merci. Une autre petite question de Monsieur Florent Ah, Perrin. Faut-il procéder à une acidification totale des vaches avant vélage au risque d'impacter l'ingestion, appétence de sel anionique? Voilà, j'entends quelqu'un d'autre. Anionique, oui. Alors, c'est une question qui est beaucoup posée. C'est pour ça que j'ai repris les pH urinaires aussi, parce que voilà, normalement, on descend de la BACA, en tout cas en dessous de 200, si on n'a pas de symptômes de type d'hypocalcémie subclinique, bah, ça suffit. Mais vous aurez effectivement, il ne faut pas que les gens essayent de mesurer les pH urinaires parce qu'ils seront déçus, quoi. Ils seront entre 7,5 et 8. Quand on veut vraiment pousser sur de l'acidification, parce que pour des questions de performance, etc., effectivement, on ne peut pas utiliser que du chlorure de magnésium, on le sait, parce que le chlorure de magnésium a un gros souci, c'est qu'il a un problème d'appétence. Tout ce qui est chlorure et sulfate ont des problèmes d'appétence. Et surtout, l'efficacité du chlorure de magnésium, tu le sais, n'est pas forcément géniale. Donc, après, on passe sur d'autres. Maintenant, il existe d'autres sels anioniques ou des sels anioniques enrobés qui permettent de garder une appétence correcte. Donc, voilà, les chlorures de calcium sont pas mal utilisés. Les chlorures d'ammonium aussi sont énormément utilisés et en enrobage qui nous permettent en fait de ramener des sels anioniques sans avoir des problèmes d'appétence. On t'a à nouveau perdu. Ça, à mon avis, tu manques de connexion. Elle ne nous entend pas non plus, à mon avis. Je suis vraiment baissée. Voilà, on t'a à nouveau un peu perdu. Oh. Donc, si ce n'est pas clair pour vous, Monsieur Florent Perrin, n'hésitez pas à le dire, puisqu'on a peut-être perdu une petite partie d'information. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme voilà, il n'y en a pas non plus énormément, n'hésitez pas à les poser oralement, ne plus les écrire. Voilà. Mais ici, pour le moment, moi, je n'ai plus de questions écrites. Si je n'en ai pas loupé une, je ne pense pas. Donc, est-ce que quelqu'un a encore une question? Mais moi, j'ai peut-être un commentaire qui est lié à ce que Florent disait. C'est clair que de toute façon, par rapport à l'hypocalcémie et par rapport à toutes les pathologies autour du vélage, je pense que la première question est l'ingestion. Donc, si effectivement, on travaille sur la BACA alors que les animaux ne mangent pas bien en départ, tout ce qui est vraiment gestion extrême donc du calcium, donc essentiellement lié à l'acidification des rations, ça doit être pour moi le détail qui est fait à la fin. Donc, voilà, il faut faire vraiment très attention. On vérifie quand même toujours les grandes lignes, l'ingestion en premier, parce qu'effectivement, on a pas mal de problèmes d'hypocalcémie liés simplement à des problèmes d'ingestion ou de digestibilité des calciums, ou effectivement des blocages. Maintenant, si par exemple on fait des rations herbes,
eh ben, c'est sûr, hein, on ne peut pas acidifier ces rations-là parce qu'il faut tellement de sel anionique que c'est impossible à faire. Donc, on fait autre chose. Et allez, c'est des choses d'abord à vérifier, évidemment, avant de se lancer. Maintenant, il y a des rations maintenant où on acidifie qui fonctionnent très bien. En tout cas, pour la progression en termes de santé, de mobilisation, de gestion et de production laitière, il y a quand même des améliorations, mais on le fait sur des cadres bien spécifiques. Donc, pour acidifier, il faut que les animaux mangent bien, il faut que la ration soit bien calée, il faut que le calcium soit augmenté et il faut qu'il y ait une mesure des pH urinaires pour éviter de tomber dans des acidoses trop importantes. Ok, merci beaucoup. Je n'ai toujours pas de questions, donc voilà, je pense qu'on va... Voilà, il y en a une. Donc, vous avez dit que l'absorption du calcium diminue quand la teneur en calcium de la ration augmente. Vous parliez de l'absorption passive au niveau du rumen uniquement? Non, c'est l'absorption active au niveau de l'intestin qui est diminuée en fait. Celle-ci est complètement bloquée quand on augmente le calcium. Et donc, en fait, il y a juste la partie ruminale, mais donc qui est à peu près de 50% et qui dépend de la digestibilité du calcium, et la partie passive intestinale qui est très faible. Donc, l'action ne se fait plus sur voilà, ça se déclenche plus en fait l'absorption active au niveau de l'intestin. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question? Veut prendre la parole? Oh, merci, très bien. Bon. Mais on va clôturer alors, si c'est OK pour tout le monde. N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous reviennent, à les poser par mail et je les transférerai au Dr Knapp, évidemment, et on vous répondra dans les plus brefs délais. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de jour, enfin non, après-midi, on peut encore dire après-midi. Oui, quand même. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre présence, merci à tous. Dr Knapp, et voilà, on vous envoie un petit mail d'ici dans les prochaines heures, et voilà, à très bientôt pour notre dernier midi, le 17. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Salut.